Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on nous dit penser à covoiturer. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Philippe David? On covoiture tous les jours? On fait du covoit tous les jours. Du covoit, c'est ça. Bienvenue et bonjour à tous. On est ravis. Oui, absolument. Oh, il y a bien des fois où j'ouvre la portière et que voilà, mais et que lui tente de l'autre côté de m'éjecter. Bah oui, on essaye, mais bon, finalement, on s'aime quand même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, elle rêverait qu'il y ait un siège éjectable par moment et pouvoir appuyer et bam, vous voyez ce que je veux dire. Et pas vous peut-être sur moi. Jamais. Oh, regardez-moi là. Jamais. Regardez-moi ici, dans ce périmètre-là. Regardez-moi là. Quoi qu'il en soit, on est ravis de vous accueillir ce soir jusqu'à 19h avec pas mal d'infos encore aujourd'hui. Allez, le sommaire de cette émission. Les socialistes n'ont finalement pas voté la motion de censure des Insoumis contre le gouvernement. François Bayrou leur a concédé des compromis sur les retraites, les jours de carence des fonctionnaires et la réduction des effectifs dans l'éducation. Alors parlons vrai. Est-ce que Bayrou a réussi un coup de maître en divisant le nouveau Front populaire? Et à cette autre question du jour, retraite, éducation, jour de carence, Bayrou a-t-il acheté la non-censure des députés socialistes? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir? Aude, que vous n'achèterez pas, vous attend au 0826 300 300. Le coup de projecteur des vraies voix, c'est à 18h40. Israël et le Hamas ont accepté un accord pour un cessez-le-feu à Gaza. L'accord négocié au Qatar prévoit donc un arrêt des hostilités, la libération de 33 otages israéliens et d'un millier de prisonniers palestiniens. Alors parlons vrai, ce cessez-le-feu, vu ces conditions, est-il équilibré? Et à cette question, Gaza, un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas peut-il durer? Vous dites non à 85%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité sera Julien Baloul, ancien porte-parole des réservistes de Tzahal et l'armée israélienne. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et autour de cette table du très lourd, Philippe Bilger est avec nous. Oui, alors là, c'est prestigieux. C'est très prestigieux. Face à moi, parce que Éric Revel ne sait pas faire que des bruits de bouche, il pense aussi. Et il est là, Éric Revel. Bonsoir Éric. Bonsoir Éric. Merci d'être avec nous. Et François de Rugy est avec nous. Bonsoir Monsieur le Ministre. On est ravis de vous accueillir. Monsieur le Président, lui, les deux à la fois. Ah ben ministre, c'est Président prestigieux. des ministres. Voilà. Comme ça, au moins, on va gagner du temps. Tout va bien, messieurs? Vous êtes en forme? Moi, je me réserve pour le kiki machin là. Oui. C'est devenu la boussole de cette émission qui c'est kiki. Si vous dites que kiki, ça porte quand même à c'est bizarre, ça fait bizarre. D'entrée de jeu comme ça fait bizarre. Mais bon, après on fait ce qu'on veut. 0826 300 300 avec ce numéro de téléphone que vous allez utiliser chaque jour. Et Johan de Marseille est avec nous. Bonjour Johan. Bonjour Johan. Et bonsoir les vrais voix. Comment ça va Johan? Très bien, merci, bonne année. Merci vous aussi. Bonne année à vous aussi. Et Johan voulait revenir sur cette polémique autour du fauteuil du fauteuil de Gérard Larcher. Exactement, un grand moment encore une fois de nos chers politiques, où on a appris que le président du Sénat avait dépensé pas loin de 34 000 euros pour 2 fauteuils et un prototype. Et hormis le fait que il se soit excusé, il a dit que c'était une erreur, etc. Classique quoi. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment dans la chaîne d'achat il y a quelqu'un qui n'a pas sourcillé au vu des montants qui sont pratiqués, et à quel moment il y a personne qui ne va relever que qu'on n'a pas à dépenser 34 000 euros pour 3 fauteuils dans le contexte dans lequel on est actuellement. Où on demande à tous les Français de faire des efforts, où pour voter un budget, c'est une galère pas possible. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, c'est une affaire qui a été médiatisée, et donc, du coup, on le sait, mais combien y a-t-il d'exemples comme ça au sein du gouvernement, de l'État et de toutes les différentes strates qu'on ne sait pas? Et comment notre argent est-il vraiment géré, l'argent public, l'argent de nos impôts, comment est-il vraiment utilisé? On va faire réagir Johan. C'est pas faux. Oui, Johan a d'autant plus raison que j'ai cru comprendre que le président du Sénat s'était défaussé de manière un peu exagérée, puisqu'il a eu forcément, sous le contrôle de François de Rugy, qui connaît ses péripéties fondamentales sur d'autres thèmes, qu'il a été forcément obligé de
contrôler ce qui se passait. Et deuxième élément, plusieurs personnes ont posé leur auguste séance sur ce fauteuil et auraient pu dire qu'il coûtait un peu cher. Alors, moi, je comprends évidemment l'émotion de notre auditeur, parce qu'il a raison, les Français se serrent la ceinture, il y a des problèmes de pouvoir d'achat, etc. Maintenant, je vais vous dire une chose quand même, parce qu'on peut sombrer dans un populisme. Bon. Faut qu'on évite. Je pense que le fauteuil du président du Sénat est un fauteuil, par définition, alors je ne vais pas dire classé, mais en tout cas qui répond à une architecture, à un besoin précis. Alors, il aurait pu demander, par exemple, qu'on regarde dans le mobilier national. Alors, a priori, il n'a pas trouvé son bonheur dans le mobilier national. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez eu d'autres polémiques. Je pense à un président de Radio France, à qui on avait reproché de refaire son bureau. C'était Mathieu Gallet, que je connaissais à l'époque où j'étais à France Bleu, où je dirigeais France Bleu. Mais en réalité, le bureau du président de Radio France est classé. C'est-à-dire qu'on lui a reproché de mettre un bois très cher, mais c'est du palissandre. Et vous ne pouvez pas refaire, quand vous refaites un bureau qui est classé, c'est comme si à l'Élysée, le bureau du président de la République était refait avec de la peinture ordinaire. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est peut-être ça aussi une des explications. On a 4 secondes avec François de Rugy. Bon, ouais, voilà. Okay. Non, mais c'est vrai que c'est toujours des symboles qui sont difficiles à accepter. Ouais. Et en même temps, c'est des symboles. C'est-à-dire que le Sénat, par ailleurs, il a un budget, il est contrôlé tous les ans. On peut vérifier s'il augmente, s'il augmente pas. Factuellement, ça puisse agacer. Voilà, et par ailleurs, je pense, je connais pas le Sénat, mais qu'on le remplace pas tous les ans. Ouais. C'est-à-dire que ça doit être une fois tous les 50 ans. J'espère bien. Près, ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Joanne, vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour. On est très heureux de vous accueillir. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. Je vais parler de Cuba. Très bien. Et pas Libré, hein, Cuba. Et c'est vous qui regardez quand il dit Cuba. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table royale avec Philippe Bilger, François de Rugy, Éric Revel, Philippe David. Il y a du monde quand même, je vous le dis qu'il y a du lourd. Je ne sais pas si c'est lourd en salaire ou si c'est lourd en intelligence. Ou les deux. Voilà. En intelligence, c'est sûr. Écoutez, en salaire, en ce qui me concerne, ça ne l'est pas assez. J'ai 2-3 trucs à vous dire alors. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. De quoi parle-t-on ? Du discours d'adieu crépusculaire de Joe Biden. Il dénonce une oligarchie qui prend forme. De cette grand-messe, cet hommage public de l'extrême droite à Jean-Marie Le Pen avec sa famille, mais aussi des revenants, tiens, comme Bruno Maigret par exemple. Et puis de Riette, le sanglier. La laie apprivoisée, menacée par la préfecture, on en avait parlé, mais sauvée aujourd'hui par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui lui donne un sursis. On a joint l'avocat Maître Burger. En 3 mots, oligarchie, messe et Riette. Et le bruitage était signé Éric Revel. L'avocat s'appelle Maître Burger. Karl Burger. On va l'entendre. Et il défend les rillettes. Vous avez même des chances de mal tourner. C'est magnifique. Allez, tout de suite. Vite, le procureur, bien sûr. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Et direction Philippe Côte de Port. Philippe Cuba, on va l'appeler. Vous nous emmenez à Cuba. Oui, parce que Cuba a été l'occasion de la démonstration de l'antagonisme, pour l'instant encore courtois, entre Joe Biden et Donald Trump, puisque Joe Biden a retiré, pour aller vite, Cuba de la liste des États terroristes en échange de la libération d'un certain nombre de prisonniers. Et de l'autre côté, Donald Trump s'est empressé de dire, avec son futur ministre Mario Rubio, qu'en réalité, il n'est pas du tout sûr qu'il retire Cuba de la liste des États terroristes. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de savoir qu'à l'heure actuelle, dans la liste des États, il y a évidemment l'Iran, la Corée du Nord et la Syrie. Mais le cas de la Syrie sera éventuellement reconsidéré dans les prochaines semaines. Donc, ça montre à quel point il ne se lâche pas d'une semelle et d'une pensée et d'une mesure. Ça augure quelque chose d'intéressant dans la suite, où Donald Trump probablement fera tout le contraire de ce que Joe Biden a fait, parfois même de ce qu'il a fait de bien.
Éric Revel. Fidel et Raoul ont emmené leur pays au fond du fond, on peut le dire. Bon, on nous expliquait qu'il y avait beaucoup plus de médecins au kilomètre carré, etc. Mais quand il y a des médecins, mais il n'y a pas de médicaments, si vous voulez. Non, la réalité économique et sociale aujourd'hui de Cuba, c'est que c'est un pays qui est dans une misère absolue. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais les bâtiments s'effondrent, ils ne sont plus reconstruits. Il y a aussi des cyclones qui passent, il n'y a plus d'électricité. Ces gens vivent dans un dénuement total. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de terroristes chez les Cubains. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Cuba est dans une situation sociale mais vertigineuse. Regardez les reportages, lisez des papiers, vous verrez que c'est vrai. Bon, alors après, Trump, il fait du Trump. Il a promis l'enfer à certains. Bon, est-ce qu'il changera d'avis? J'en sais rien, mais ça me paraît être plus un État à l'abandon. Une île à l'abandon qu'un État terroriste. D'autant plus qu'on reproche une seconde à Cuba, d'après Rubio, d'être seulement, c'est déjà beaucoup, ouvertement amical avec les États terroristes. François de Rugy. Oui, je pense qu'il y a aussi une dimension, c'est que Marco Rubio, c'est un sénateur de Floride. Maintenant, Trump se considère lui-même quasiment comme de Floride, même si à l'origine c'est un New-Yorkais, mais il passe plus de temps en Floride qu'ailleurs. Et il a obtenu beaucoup plus de voix qu'il y a 8 ans ou 4 ans chez les électeurs dits hispaniques, c'est-à-dire tous les Américains d'origine d'Amérique du Sud. Et souvent, aux États-Unis, il y a cette idée que justement les réfugiés cubains ou les réfugiés d'Amérique du Sud, ils sont plutôt anti Cuba version Castro ou version en tout cas communiste ou anti Maduro au Venezuela, ce qu'on peut comprendre facilement. Donc il y a sans doute aussi cette dimension-là qui est derrière cette décision pour faire aussi un bras de fer entre les États-Unis d'Amérique et certains pays d'Amérique du Sud. Merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont oligarchie, mais c'est rillettes. Joe Biden livre un discours d'adieu inquiet. Il évoque une oligarchie naissante, une concentration des richesses et du pouvoir, un complexe techno-industriel au service, dit-il, de la désinformation avec l'environnement sacrifié au profit. Le PS n'a finalement pas voté la motion de censure contre le gouvernement. François Bayrou a fait des concessions sur les jours de carence, les effectifs dans l'éducation ou encore les retraites. Ce sera le grand débat des vraies voix juste après ce tour d'actu. Avant ça, on évoquera cette grand-messe de l'extrême droite tout à l'heure à Paris en hommage à Jean-Marie Le Pen. Et cette bonne nouvelle pour le sanglier rillette, la laie domestiquée menacée par la préfecture obtient un sursis en référé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Les vraies voix Sud Radio. Un discours crépusculaire au crépuscule de sa présidence. Joe Biden s'apprête à laisser la Maison-Blanche à Donald Trump, son prédécesseur et successeur, activement soutenu dans sa reconquête du pouvoir par l'homme le plus riche du monde et influent patron de réseau social Elon Musk. Une situation palpable dans cette allocution de Joe Biden avec un ton alarmiste comme jamais on ne l'avait entendu au cours de sa présidence. Aujourd'hui, une oligarchie prend forme en Amérique avec une richesse, un pouvoir et une influence extrême qui menacent littéralement notre démocratie tout entière, nos droits et libertés fondamentales et la possibilité pour chacun d'avoir un accès équitable au progrès. Les Américains sont ensevelis sous une avalanche de désinformation et fausses informations. Des forces puissantes veulent utiliser leur influence sans limite pour limiter les progrès réalisés dans le combat contre la crise climatique afin de servir leurs propres intérêts pour le pouvoir et le profit. Je m'inquiète également de la montée possible d'un complexe technologique industriel qui pourrait aussi poser de réels dangers pour notre pays. Traduction signée Matteo Lamblot. Jusqu'ici, c'est plutôt Donald Trump qui se présentait comme anti-système entre guillemets, quand bien même, on le souligne très peu, il avait remporté 2016 sur un électorat en moyenne beaucoup plus aisé que celui des démocrates. La nouveauté cette fois, c'est que pour la première fois depuis 2004, les républicains ont remporté le suffrage populaire et non plus seulement les grands électeurs comme en 2000 ou 2016. Suffrage populaire remporté par Donald Trump avec, cela dit, moins de voix que Joe Biden 4 ans plus tôt. Moins préoccupé Joe Biden de défendre son passé qui n'était pas sur tous les plans déshonorant, il préfère critiquer le futur qu'il annonce déplorable de Donald Trump. François de Rugy. Oui, moi je comprends que Joe Biden fasse un peu cette alerte. Bon, après c'est un commentaire parce qu'au stade où il en est, il ne peut plus rien faire d'autre que commenter finalement la victoire de celui qui était peut-être son pire adversaire politique. Après, au-delà de ça, si on prend un peu de recul, c'est vrai que c'est un peu étonnant de voir autant de grands patrons, notamment de la tech américaine. Il donne un peu l'impression de se jeter dans les bras de Trump et du vainqueur. Alors Musk l'a fait avant les élections
élections. Bon, bah voilà, il a participé à la campagne, ce qui arrive aux États-Unis. En revanche, par exemple, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, Meta, qui semble vraiment embrayer, alors qu'avant il avait plutôt la réputation justement d'être proche des démocrates. C'est vrai que c'est un peu étonnant. Bon, de là à parler d'une oligarchie, seul l'avenir dira si c'est le cas ou si c'est juste un mouvement conjoncturel lié à la victoire de Donald Trump. Éric Revel. D'abord, Biden, il a un bon bilan économique, l'Inflation Reduction Act, qui est en fait un énorme paquet de subventions pour que les entreprises étrangères viennent aux États-Unis. C'est lui qui l'a mis en place. Lui, il peut, mon cher François de Rugy, demander à son pays de creuser de la fracturation pour sortir du gaz de schiste, donc ça permet d'avoir une énergie pas chère. Ça, c'est un bilan économique très intéressant de la part de Biden. Maintenant, bon, ils vont à la soupe, je pense. Mark Zuckerberg, voilà, c'est du business aussi, mais il y a pas que sur le domaine technologique, la fin des fake shakers, où la tech américaine est en train de revenir en arrière, mais aussi sur le woke, sur la vague wokiste. Je sais pas si vous avez vu, il a parlé de masculinité. Zuckerberg, il est en train d'abolir les quotas minoritaires dans sa propre entreprise. Donc là, il y a un retour de balancier extrêmement puissant. Bon, quant au reste, moi, je suis quand même relativement inquiet, je vais vous dire, parce que quand le mur de Berlin s'effondre, on dit bon bah on va passer d'un monde bipolaire, l'URSS face aux États-Unis, à un monde multipolaire. Mais là, le nouvel ordre mondial, il est en train de s'organiser pour l'instant autour de deux individus qui s'appellent Donald Trump et Elon Musk. C'est eux qui sont en train de redessiner la carte géopolitique mondiale, l'air de rien. Merci beaucoup. Allez, le deuxième mot, Metz, une bonne partie de l'extrême droite était réunie tout à l'heure en mémoire à Jean-Marie Le Pen. Après la cérémonie familiale dans l'intimité à la Trinité-sur-Mer, cette fois c'était l'hommage public avec une bonne partie de l'extrême droite réunie dans l'église parisienne Notre-Dame du Val-de-Grâce, avec notamment aussi sa famille, sa fille Marie-Caroline Le Pen, l'une de ses filles sur un registre intimiste, puis on les écoute, sa petite fille Marion Maréchal, un peu plus politique. Il nous a appris que même dans les moments les plus critiques, il fallait garder persévérance et joie. Malgré les vicissitudes des jours, la vie était une formidable chance. De discours en discours, de plateau en plateau, pour faire naître dans ton sillage des millions d'hommes debout, prêts à enrayer le déclin du courage. Bataillez, et Dieu vous donnera la victoire. Soyez fiers d'être français. Grand-messe en présence de 400 personnes à l'intérieur, environ 2000 dehors. 400 personnes et pas que du RN. Les anciens dissidents Bruno Maigret ou Karl Lang étaient présents, tout comme Philippe de Villiers, ainsi que l'inventeur de la notion de grand remplacement, Renaud Camus. En revanche, Dieudonné a été refoulé dehors, tout comme Jérôme Bourbon, le patron du journal Rivarol. Troisième mot, rillette, avec cette bonne nouvelle pour ce sanglier domestiqué dans le département de l'Aube. Eh ben oui, on vous en avait parlé de rillette dans les vraies voix, cette lait apprivoisé dans l'Aube. On avait œuvré aussi. Oui, recueilli par celle qui l'avait trouvé quand elle n'était qu'un tout petit marcassin. 2 ans et 100 kilos plus tard, la préfecture voulait la retirer à sa maîtresse en lui reprochant de ne pas avoir mis les formes pour légaliser la situation de cet animal sauvage devenu domestique. Rillette risquait tout de même l'euthanasie, mais eureka donc, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne vient de suspendre la décision de la préfecture en référé. Il impose un réexamen du dossier. Soulagement de maître Karl Burger, l'avocat qui a plaidé à cause de rillette. On l'écoute. Finalement, dans toutes ces procédures, que ce soit de l'ordre judiciaire ou alors de l'ordre administratif, on voit une lumière au bout du tunnel et il appartient désormais à la préfecture de l'Aube de tirer les leçons de l'ordonnance qui sont faites par le juge administratif et comprendre que la situation de Rillette est tout à fait régularisable. Pour l'instant, c'est une très bonne nouvelle. Rillette peut rester auprès de Madame Capet. Là-dessus, on attend maintenant de voir la réaction des services de la préfecture de l'Aube. À la lumière de leur réaction, nous saurons si la situation est définitivement réglée ou si au contraire, la bataille continue. Combatif, maître Karl Burger, l'avocat de la maîtresse du sanglier Rillette. Pour rappel, on reprochait à sa cliente de ne pas avoir déclaré son sanglier avant l'adoption. Sa maîtresse qui nous rétorquait, je ne pouvais pas deviner qu'un marcassin perdu allait débarquer chez moi. La dernière hure de Rillette n'est pas arrivée. La hure. On avait compris. Non. Félix le chat, j'ai pas compris. Non, Félix est médusé par la blague. En fait. C'est pas qu'il a pas compris, c'est que on la sentait venir. Voilà. Et la femme du sanglier, comment on l'appelle la femme du sanglier? La hure. La hure. Ah oui. Je vous avais dit la lait.
Ah non, là, ça c'est pour le cochon. Oui, mais le sanglier étant un cochon sauvage. Je vous signale que ça veut dire que personne ne l'écoute, sinon il aurait fallu rectifier au moment où il l'a dit. Je dis ça, je dis rien. Oui, mais peut-être que lait ça passe aussi, vu que ça marche pour les cochons et que le sanglier est quand même une sorte de cochon sauvage. On fait un débat soyons précis. Moi j'avoue que j'ai cru un instant que c'était quelqu'un qui avait voulu faire des rillettes de sanglier. Mais ouais, j'étais complètement à côté de la plaque. Et je me suis dit, Monsieur Burger, lui, a voulu faire un hamburger avec des rillettes de sanglier et la préfecture lui est tombée dessus. Mais pas du tout, en fait. Vous échappez à ce qu'on a voulu faire avec Philippe Pierre, les rillettes du Mans, bien sûr. Comment on manipule l'information. On se dit quand même, là tout à l'heure on parlait du fauteuil du président du Sénat, mais qu'il y a quand même donc des gens dans les services d'une préfecture qui ont passé du temps à tout ça, au point que c'est devenu un procès, qu'il y a un avocat qui a dû être payé par quelqu'un pour tout ça, alors qu'il s'agissait juste d'un petit marcassin qui a été recueilli et que quelqu'un avait adopté, sachant que le problème principal, c'est pas du tout ça, c'est la surpopulation de sangliers en France, la démographie galopante de nos amis. Là aussi, il y a une surpopulation, comme en Prédon. Non mais là surtout, c'est catastrophique. Là, il y a un délai qui est dépassé parce qu'on part en pub, les amis. Les socialistes lâchent la motion de censure des Insoumis après le compromis Bayrou. Philippe, vite. Alors parlons vrai. Est-ce que Bayrou a réussi un coup de maître en divisant le NFP? Et à cette question, Bayrou a-t-il acheté la non-censure des députés socialistes? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Allez, c'est parti, on y va. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les Vrais Voix. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David et autour de cette table avec Philippe Bilger, bien entendu François de Rugy et Éric Revel. Et vous au 0826 300 300. On est un petit peu en retard, donc direct le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous sommes dans l'opposition et nous y resterons. Nous sommes dans l'opposition, mais nous avons aussi signifié notre ouverture au compromis. Il n'est donc plus question de pacte de non-censure, comme cela peut exister dans d'autres pays avec des gouvernements minoritaires. Un vote de censure est donc possible à tout moment. Nous n'avons pas la négociation honteuse. Comprenons-nous bien, le résultat de cette négociation n'a pas miraculeusement transformé le futur budget en budget de gauche. Si vous êtes gêné, prenez la parole après moi, vous l'avez prise avant moi, faites-le. Mais si vous pensez que ce que je dis là n'a aucun intérêt pour les Français, qui ne sont pas heureux de voir une gauche qui propose, une gauche qui avance, une gauche qui fait céder le gouvernement, alors dites-le. Les socialistes n'ont finalement pas voté cette motion de censure des Insoumis contre le gouvernement. François Bayrou leur a concédé des compromis et des retraites sur les retraites et les jours de carence des fonctionnaires et la réduction des effectifs dans l'éducation nationale. Alors parlons vrai, le nouveau Front populaire va-t-il survivre à la non-censure du PS ou va-t-il imploser? Et à cette question, Bayrou a-t-il acheté la non-censure des députés socialistes? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger, finalement, Olivier Faure, c'est sa journée aujourd'hui. Hein. Absolument. D'abord, si vous le permettez, ma chère Cécile, mon cher Philippe, je considère que François Bayrou a bien joué. Parce qu'en définitive, il a donné des gages, bien sûr, à la gauche socialiste, mais sur des thèmes où on n'était pas persuadé qu'il avait raison. Je veux dire, les jours de carence et notamment évidemment la réduction des effectifs dans l'éducation nationale qui n'était pas une bonne chose. Du côté du PS, j'ai trouvé que Olivier Faure a fait un discours, pardon de le dire, on n'est pas obligé d'être socialiste pour être honnête, d'une belle tonalité républicaine. Il a contredit LFI, il a battu en brèche pour l'instant le NFP et proposé une vision de la social-démocratie que je trouve lucide et estimable. Éric Revel. Alors, pour moi, le Bayrou n'a pas acheté la non-censure des socialistes, il a fait de la politique. Bon. À la Bayrou. Bon, c'est un peu pareil. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est des circonvolutions politiques. Je pense que Bayrou veut rester le plus longtemps possible. On verra en mars prochain lors du vote du budget 2025. Mais je voudrais quand même dire une chose. Alors, on peut ne pas être socialiste et être honnête, dit Philippe Bilger. Alors moi, je dirais, on peut être honnête et ne pas être LFI. Mais je ferais remarquer quand même quelque chose. C'est que quand vous vous faites élire sur un programme électoral pour les législatives, avec l'étiquette NFP, que vous avez cause commune, LFI, les Verts, les communistes et les socialistes, et que dans ce programme, il y a l'abrogation de la réforme des retraites,
bon, si vous me demandez ce que j'en pense, je pense qu'il faut surtout pas l'abroger. Mais c'est pas le sujet. C'est-à-dire que vous signez un programme, vous vous faites élire dessus, et ensuite vous dites non. En fait, si la réforme des retraites n'est pas abrogée ou même suspendue, c'est pas grave, on va obtenir autre chose. Eh ben, vous savez, les staliniens ou les trotskistes, ils appellent ça les social-traîtres. Voilà. Et d'une certaine manière, même si Olivier Faure, il faut aussi qu'il sauve sa tête pour le prochain congrès PS aussi, hein. Mais même si Olivier Faure fait de la politique, il met quand même en garde Bayrou et il lui dit, c'est pas parce qu'on vous donne quitus là que la prochaine fois vous censurera pas. Bon, peut-être que Bayrou voulait faire exploser le NFP, il est pas loin d'y arriver. François de Rugy. Moi, je ne sais pas si c'est l'explosion du nouveau Front Populaire, parce que le nouveau Front Populaire, c'était une construction électorale. C'était pour se présenter aux élections. Avant, ça portait un autre nom, mais c'était la même chose. Hein. C'était la NUPES, Nouvelle Union Populaire, etc. Bon. Et ça a plutôt fonctionné de leur point de vue, c'est-à-dire ils ont sauvé leur siège et ils en ont même gagné quelques-uns. Mais ça leur permettait pas de gouverner. En fait, d'abord parce qu'ils n'avaient pas la majorité, contrairement à ce qu'ils ont raconté un temps, mais ils en étaient très loin. Mais par ailleurs, leur programme était tout sauf un programme de gouvernement. Des promesses dans tous les sens, rien qui n'est financé, des mesures dangereuses, hein, je veux dire, quasiment le désarmement de la police, l'absence de tout contrôle de l'immigration. Enfin, il n'y a pas que l'aspect fiscal, économique, budgétaire qui était délirant dans le programme du nouveau Front Populaire. Le PS, dans le fond, la question qui se pose sur lui, que peuvent se poser les gens qui votent pour lui, ou tous ceux qui s'intéressent à la vie politique, est-ce que le PS est encore un parti de gouvernement ? Est-ce qu'il croit encore un peu à la responsabilité ou est-ce qu'il est complètement suiviste de ce programme délirant du nouveau Front Populaire? Là, on a une petite indication que le Parti Socialiste se détache un peu de LFI, assume lors d'un vote, donc c'est quand même un acte politique fort, de dire bon bah laissons au moins ce gouvernement gouverner. Ne faisons pas semblant tout de suite de le censurer alors qu'il y a eu des discussions qui ont été entamées et qui peuvent amener à des compromis. Alors en France, c'est jamais bien vu. Les compromis, les négociations, c'est un gros mot. D'ailleurs, vous dites... Il le dit d'ailleurs, Olivier Faure, hein, le PS n'a pas la négociation honteuse. Eh ben, moi, je trouve que ça, en soi, c'est positif. Et Dieu sait si j'ai pas beaucoup, par ailleurs, d'admiration pour Olivier Faure. Mais vous voyez, on pose la question, est-ce que le Bayrou a acheté les socialistes? Mais il n'a rien acheté du tout. Il essaye de mettre sur la table les termes d'un compromis. Moi, c'est pareil, je suis comme Éric Revel, la réforme des retraites, je pense même qu'il faudrait aller un peu plus loin parce qu'on n'est toujours pas à équilibrer le régime de retraite avec cette réforme. Mais si à un moment donné, il faut passer des compromis pour éviter à la France d'être dans l'instabilité gouvernementale permanente, éviter à la France d'avoir une absence de budget, donc d'avoir demain une dette qui va coûter de plus en plus cher sur les marchés financiers et ainsi de suite, bah ça vaut le coup d'essayer. Je dis pas que ça va marcher, mais ça vaut le coup d'essayer. Si le Parti Socialiste est prêt à s'engager sur la voie maintenant de la négociation sur le budget, pas simplement sur la retraite, sur le budget, pour adopter un budget, eh bien, ce sera peut-être quand même mieux que d'aller de censure en censure où des gouvernements ne dureraient que 3 mois. Et vous pensez que le NFP va imploser ou pas? Vous pensez qu'il a fait de la politique ou qu'il a acheté le PS? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Philippe Bilger. Pour répondre très modestement à Éric Revel, et tout de même la manière dont Olivier Faure a accepté de discuter avec François Bayrou sur les retraites, c'est une manière peut-être subtile de battre en brèche la loi sur les retraites. Il ne trahit pas complètement sa cause. Deuxième élément, pour la question très centrale posée par nos animateurs, j'espère que le Parti Socialiste, si jamais il y avait dissolution, ne reviendrait pas au bercail de l'extrême gauche pour des raisons purement électorales. Excusez-moi, s'il n'y a pas la proportionnelle, ils sont obligés d'y aller, sinon ils ont 10 députés. Hein. Bah oui. Non mais je pose une question. Mais la proportionnelle fait partie d'ailleurs des sujets que François Bayrou a mis explicitement sur la table dans sa déclaration de politique générale. Et c'est quelque chose qui est logique. Non mais c'est logique. Je veux dire, ça permet au Parti Socialiste de s'autonomiser un petit peu. Il a toujours voulu, il faut être clair, la proportionnelle et la banque de la démocratie. Et moi je me permets aussi de comparer l'attitude du PS et des Verts. Les Verts ont participé aussi aux négociations avec le ministre de l'économie, des finances, etc. Mais ils ont fini par dire on censure. J'entends Marine Tondelier ce matin sur une radio qui dit non mais de toute façon les discussions vont continuer parce que le gouvernement ne va pas être renversé. C'est-à-dire on censure en sachant que ça changera rien et presque en se disant c'est pas grave, on garde notre virginité parce que nous on mange pas de ce pain-là, on censure le gouvernement. Mais
On sait qu'il sera toujours là après, puisque le RN a dit qu'il ne censurerait pas, avant même de savoir ce que le PS allait faire. Et donc, après, on continuera à discuter. Ça, je trouve que c'est vraiment un comportement irresponsable. Alors que celui du PS, au moins, est un peu logique. Il dit, pour continuer les discussions, il ne faut pas commencer par censurer le gouvernement, qui n'a qu'un mois d'existence, rappelons-le, qui n'a qu'un mois, même pas, parce qu'il a été nommé le 23 décembre. Et donc, il n'a même pas un mois d'existence. Et de dire, au moins, on va essayer de poursuivre les discussions sur le budget, sur les retraites, sur la proportionnelle, et ainsi de suite. Moi, ce que je crains quand même, cher François de Rugy, c'est que, au prix d'éviter une crise politique, et donc de donner des gages qui vont se répercuter de manière sonnante et trébuchante. Qui vont coûter cher. Qu'en fait, on arrive à une stabilité politique à court terme, pour quelques mois peut-être, mais c'est au détriment de la stabilité budgétaire. Voilà. Oui, mais stabilité budgétaire qui déclencherait une crise financière. Moi, j'ai vu quelques banquiers de la place à midi, je peux vous dire qu'ils sont très inquiets. C'est-à-dire que vous avez, je vais être un peu technique, mais vous allez voir, ce qu'on appelle le spread de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne, qui s'accroît irrémédiablement. La différence, les taux sont plus élevés pour la France. La France emprunte à plus cher que l'Espagne, le Portugal et parfois, quelques jours, la Grèce. Donc, je ne sais pas si vous voyez, au début, on avait dit qu'on allait emprunter 300 milliards en 2024. On sait que ce sera plutôt 350 milliards. On sait que le service de la dette, dans 2 ans, il est supérieur au budget de l'éducation nationale. Donc, en fait, on n'a plus un rond. On n'a plus un euro en caisse et on a un Bayrou, je comprends, pour la stabilité politique, qui dit, j'accepte cette concession, j'accepte ceci, j'accepte là. Vous savez, quand il annonce un taux de croissance à 0,9% dans son discours politique général, 0,9%, n'importe quel statisticien vous dit que c'est l'épaisseur du trait. 0,9, ça peut être aussi bien moins 0,4 que plus 0,4. Donc ça veut dire qu'il y a des recettes fiscales également, quand vous revoyez une prévision de croissance à la baisse, qui vont également reculer. Donc, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est dans une situation financière compliquée. Mais est-ce que il y a un audit? Oui. On part au 0826 300 300 retrouver Johan. Alors Johan, qu'est-ce que vous en pensez? Il a acheté les socialistes. Vous pensez que le NFP peut imploser? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que je pense, c'est qu'on se retrouve dans la même situation qu'on était avec le gouvernement Barnier, sauf qu'au lieu d'avoir une alliance, entre guillemets, une alliance gouvernement RN, on est avec une alliance gouvernement PS. C'est exactement la même configuration avec notre parti. Avec le RN, c'était pareil, ils n'ont pas censuré, ils ont fait d'ailleurs comme ils ont fait là aujourd'hui, ils ne censurent pas a priori, et puis après on voit ce que ça donne en fonction des concessions qu'ils arrivent à avoir. Le PS suit exactement la même ligne. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu des premières concessions, des premiers engagements, premières promesses du Premier ministre. Si celui-ci ne tient pas cette promesse, c'est pas impossible qu'il le censure plus tard. Là, la différence près, c'est que le RN était tout seul et le PS était dans une coalition effectivement du NFP. Et là, clairement, mais depuis quelques semaines, on le sentait déjà. Il fait cavalier seul, il se détache des NFP. Est-ce que le NFP va exploser? Moi, je pense que oui. Et par rapport à ce que disait Philippe Billard tout à l'heure, si demain, à nouveau, élection législative, c'est pas dit que le PS ne cherche pas à retrouver ses copains de LFI pour des questions électoralistes pour essayer de conserver ses places. Alors, ce que dit Johan est très juste et il y a un message qui passe. Le vrai vote, c'est le budget. Oui, moi, comme je n'ai pas la science, et je le dis sans ironie, sur le plan technique de François de Rugy et d'Éric Revel, j'ai tendance peut-être à surestimer la nouveauté de ce discours d'Olivier Faure. Je le vois tout de même lorsqu'il loue cette gauche qui préfère des compromis à l'inaction et à la révolte permanente, le triomphe de François Hollande. Et je me demande si ça ne va pas donner au paysage politique français quelque chose de plus raisonnable. Je l'espère en tout cas. Alors, moi je ne veux pas être ultra négatif, mais pour bien comprendre dans quelle situation on est, je vais prendre un exemple précis dont j'ai fait mon édito écho dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio il y a 2 jours. Les allocations chômage. Les allocations chômage, l'UNEDIC, n'est-ce pas? L'UNEDIC a 59 milliards d'euros de dette. Il dégage des excédents, parce que le chômage a beaucoup baissé en France, même s'il remonte maintenant. L'année dernière, l'UNEDIC a dégagé 3 milliards d'euros d'excédents. Mais comme l'État fait les poches de tous les organismes publics, il leur reste 300 millions aujourd'hui. Résultat des courses, écoutez bien, l'UNEDIC doit emprunter de l'argent avec la garantie de l'État
en gros, pour refaire un peu sa trésorerie. Problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de garantie de l'État parce qu'il n'y a pas de budget. Résultat des courses. Dans la hiérarchie de l'UNEDIC, l'assurance chômage, croyez-moi sur pièce, on m'indique que pour janvier, il n'y a pas de problème pour régler les allocations chômage. Pour février, il faudra sans doute que l'État, je cite, vienne au secours de l'UNEDIC. Ça veut dire que, en réalité, vous voyez, le déclencheur social, imaginez, je pense qu'il y aura une solution qui sera trouvée d'ici là. Si on me l'a dit, c'est que déjà les têtes pensantes de Bercy se posent sur la question. Mais imaginez qu'on ait un problème de versement, de décalage, même de 15 jours, de 3 semaines des allocations chômage dans ce pays. Eh ben là, vous avez un déclencheur social puissant, voilà. Et c'est la situation aujourd'hui de l'UNEDIC. François Grosjean. Oui, moi, d'abord, je pense que Philippe Bilger a raison sur le fait qu'il y a quand même un vrai changement de position, pas seulement de discours, du Parti socialiste. Et c'est quand même pas si négligeable que ça, parce que, en effet, il y avait quand même une tradition social-démocrate en France, incarnée par François Hollande et par d'autres, et on ne l'entendait plus ces dernières années, complètement étouffé par la radicalité de Mélenchon. Mais là, Olivier Faure a tenu un discours, hier Boris Vallaud, le président du groupe socialiste, aussi un peu plus, on va dire, modéré, un peu plus ouvert au compromis. Déjà, ça, c'est une première chose qui est pas inintéressante. L'autre chose, c'est que moi, je pense que Michel Barnier, qui était plein de bonne volonté, a sous-estimé l'obstacle du vote du budget. Il s'est dit, bon, je présente un budget, je viens juste d'arriver, on va pas me censurer tout de suite, je vais faire le 49.3, et bon an, mal an, ça va passer. Et là, le RN a dit stop. Avec la gauche, l'alliance entre la gauche et le RN, et il est tombé. François Bayrou, il tire les leçons de cette expérience. Il se dit, je veux pas revivre la même chose, pas simplement parce qu'il a envie de durer plus de 3 mois, évidemment, mais par ailleurs parce qu'il faut quand même un budget à la France. Et ce que vient de dire Éric Revel, c'est un exemple parmi plein d'autres, où le fait de ne pas avoir de budget fragilise considérablement la France, les institutions sociales, économiques, etc. On nous a fait croire, RN comme gauche, au mois de décembre. Oui, mais non, ne pas voter le budget, ça change rien, il y aurait aucun problème, il y aurait pas de shutdown à la française, etc. Nous y sommes. Et donc, avoir cette voie qui est un peu cas, qui est pas très satisfaisante, évidemment, sujet par sujet, mais cette voie de compromis ouvre au moins la possibilité qu'on ait un budget et qu'ensuite, le gouvernement puisse gouverner au moins un certain nombre de mois. Sur les retraites, il y a quand même une chose aussi qui est intéressante, c'est que Bayrou dit 3 mois. Donc c'est pas quelque chose où on s'enlise pendant 1 an. Et c'est les partenaires sociaux qui doivent faire des propositions. Or, on sait que les partenaires sociaux en France, que ce soit un certain nombre de syndicats comme la CFDT, l'UNSA, etc., ou que ce soit le MEDEF de l'autre côté, ils sont quand même ouverts à la négociation. Plus que les politiques, plus que l'Assemblée nationale n'est capable de le faire. Et donc, si en 3 mois, ils arrivent à réformer la réforme, puisque ce sera ça sur les retraites, ce sera pas un chamboulement complet, mais une réforme de la réforme, et que ça permet d'avancer, de plus avoir sans cesse ce sujet des retraites qui vient sur le tapis, ça aura été utile. Et puis si ça marche pas, on reviendra à la case départ, mais au moins on aura essayé. Merci beaucoup, messieurs. On verra si vous êtes aussi loquace et aussi parfait dans le qui c'est qui l'a dit dans quelques instants. Sans aucun doute. Johan, vous restez avec nous. On fait une petite pause et on revient dans un instant. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, il y a des moments dont il ne faut pas, en tout cas, se séparer. Voilà, on ne peut déroger à certaines séquences de cette émission avec Philippe David, qu'il a travaillé encore ce matin. Tout est vrai, Philippe. Et puis on en a ajouté en plus cet après-midi. Mais tout est vrai. Tout est vrai. Nous n'inventons jamais rien dans le qui c'est qui l'a dit. 1 milligramme de fake news. On remercie. De répétition, ma chère Cécile. Absolument pas. Et nous remercions avec Philippe David sincèrement la classe politique de dire autant de bêtises qui nous permettent de passer un joli moment. Et pour ça, nous vous disons merci. Johan, vous pouvez lancer le jingle. Et c'est parti pour le c'est qui l'a dit. J'arrive pas à le dire, moi. C'est qui c'est pas mal. Il l'a très bien dit. Mais oui, c'est très bien. Qui c'est qui l'a dit. Déjà un point pour Johan. 3 points. Qui c'est qui l'a dit. François Rebsamen est l'homme des trahisons. Il a trahi le PS. C'est un vieux socialiste ringard des années 80. Il ne compte pas dans le paysage. Bon, ça, c'est réglé.
Un socialiste. Non, national. C'est un socialiste. Non, c'est un Rassemblement national. Tanguy? Non. Chenu. Bonne réponse, Chenu. Sébastien Chenu. Coup de bol. Non. Mais non, talent, Philippe, talent, bien sûr. Alors, il a les réponses ou pas sur sa feuille? bon. Ah ben, non. Eric, ne commencez Allez-y, pas. Philippe. Arrêtez le trouble. Qui c'est qui l'a dit, Johan? Je respecte ceux qui sont prêts à dialoguer. LFI n'est pas dans ce dialogue aujourd'hui. Olivier Faure. Non, c'est Johan déjà. Non, c'est François pas. Bayrou. Non, pas du tout. C'est un ministre. Il est parti un peu. Éric Lombard. Non. Il est parti un peu à l'étranger, il revient. Bonne réponse de Philippe Merci, Bilger. ma chère Manuel Cécile. Valls. Ah oui. Non mais attends, tu viens de dire Eric. qu'il est parti à l'étranger quand il va à Outre-mer, c'est pas l'étranger. Je parle de l'Espagne. Oui, bien sûr. Qui c'est qui l'a dit? Il n'y a pas d'autre solution politiquement responsable que de voter la censure de Monsieur Bayrou cet après-midi. Johan. Jean-Luc Mélenchon. Non, mais Non. c'est Bompard. Non. C'est une femme. Mathilde Panot. Non. Non, Mariton Guettet. Guettet, bonne réponse de ben, c'est François moi. de Rugy. Non, c'est Ah non, Philippe Clémence Bilger. Guettet, c'est bon Philippe Bilger. Moi je suis honnête, contrairement à lui. Là, on a la preuve Non, absolue. mais vous avez la même voix. Ah oui, mais moi j'ai dit c'est Mariton ça. Delier. Oh, mais c'est vrai. Qui c'est On a la preuve absolue Absolue. de la truandise. Voilà, c'est La ça. truandise. Nous mettons, s'il vous plaît, Maxime, notre réalisateur, si on peut garder cette preuve de côté. Comme ça, dans le cadre d'un procès, on saura. Allez. Mais Voilà, j'ai fait de c'est bonne ça. foi. Ouais, Qui c'est ça. c'est qui l'a dit à 3 points? L'esprit de responsabilité qui est le nôtre devrait nous amener à ne pas censurer. Johan. Ça, je dirais que c'est quelqu'un du RN. Non. Et c'était hier, oui. C'était aujourd'hui. François Hollande. Ce matin. Non, ce matin. Non. Non, PS. PS. Et président de groupe Boris parlementaire. Vallaud. Non. Patrick Canet. Bonne réponse, Patrick Canet. Président du groupe à l'Assemblée. Non, au Sénat, président de il a groupe pas eu parlementaire. Il m'a induit en erreur. Mais Eric, Patrick vous Canet, êtes un comme chacun tricheur, sait. vous me dépassez. Non, je Est-ce suis pas qu'il un l'a dit tricheur, avec je suis sa un voix nul. de Stentor? Je suis un nul. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Parce que j'ai été éblouie par le soleil. Sur la future rencontre, non, pas du tout. Je considère qu'il n'y a pas d'urgence absolue à revenir sur le cumul des mandats. D'ailleurs, je trouve que le débat est un peu surréaliste. Johan. Je sais pas. C'est Braun-Pivet. Bonne réponse de Philippe Bilger. mais moi je laissais Johan parler et Mais j'ai Philippe lu le Bilger Monde. ne l'a pas fait. Ah, Qui ok. c'est qui Ah, c'est là-dedans qui. Ah, d'accord. Qui c'est qui Ah, bah l'a oui, dit? d'accord. C'est qui l'a dit à 3 points, et je pense qu'elle sera pas mal dans le prix de l'humour politique. Sur la future rencontre Trump-Poutine, l'important, c'est que la France soit associée à toutes les discussions qui touchent à la sécurité européenne. Van der Leyen. Non mais Johan. Merde. Dadu. Non. Jean-Noël Barrot. Ah non, Jean-Noël Barrot. Non, Ah non. Ah non, mais non, franchement là. Non, c'est Non, je moi. dis, en plus, je me suis approché. Non, mais Eric, Je me c'est suis moi. approché du micro. Oui, mais d'accord. Moi, j'ai entendu On Philippe l'a tous Bilger. dit en plus. Rattrapez-vous. Très bien. Non, j'ai dit Jean-Noël Barrot. Exactement comme ça. Je Non, vous refais. mais- Et Jean-Noël Barrot. Mais le regardez. temps que vous vous Jean-Noël approchiez, Barrot. je l'avais dit. Il y a à peu près. Moi, je propose que les 3 points Attendez, soient attribués à excusez-moi, on Il y a a un compté parti pris, là. entre Philippe Bilger et Eric Revel, il y a à peu près 2 heures de décalage entre les deux. Donc c'est pas possible. Bon, écoutez, c'est Philippe Bilger qui a gagné. hein. Voilà. Oh là 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 là. Bravo. Et il a inventé C'est le un mot, mot, la il- truandise, mais ce mot lui va très bien. Qui regarde tout le temps là-bas en espérant des soutiens. Non, qui c'est ne pas viennent ça. C'est que le juge de paix, c'est notre Oui. ami réalisateur. Après m'avoir accusé de J'étais plus rapide. Johan, je suis désolé, c'est Philippe bah, il y a Bilger des qui a jours gagné. ça, ouais. Mais ouais, mais En tout cas, il est sympa. Mais Pour vous moi, êtes il a un très- rapport magnifique. Pour non moi, seulement il y a jamais de vous jour êtes avec sympa, moi. mais en plus vous êtes très intelligent et c'est très agréable de discuter avec vous, puisque au moins vous avez des choses à dire. Voilà, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je regarde personne, ne vous inquiétez pas. Allez, dans un instant, c'est le journal avec derrière un peu de météo avec Rémi André, le coup de gueule de Philippe David. Oh, un coup de gueule sur des propos qui ont été tenus hier sur une radio et qui, à mon avis, auraient dû déclencher une bronca massive. La bronca, je m'en charge. Tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous
tous et merci de votre fidélité et merci surtout d'être si nombreux chaque jour autour de cette table. Philippe Bilger avec François de Rugy, Éric Revel, Philippe David, bien entendu. Et ce numéro de téléphone 0826 300 300, vous laissez des messages, on les écoute. Oui, bonjour, Didier de Berne-sur-Oise. Je me permets d'appeler par rapport au sujet des retraites là, mais je trouve ça hallucinant qu'il n'y ait pas un journaliste des vraies voix qui soit suffisamment sensé, excusez-moi du terme, pour parler clairement de ce qu'il faut faire au niveau des retraites. Mais c'est pas un problème d'âge, c'est un problème de temps de cotisation. Qu'on fasse pour tout le monde pareil, 42, 43, 44 annuités, c'est pas grave, mais au moins que tout le monde cotise pareil. Comme ça, il n'y aura pas de débat en fait, il n'y a pas besoin de débat. Le temps de cotisation, c'est pas compliqué quand même ça. Donc voilà, écoutez, c'était un petit coup de gueule que je voulais pousser parce que là, je comprends plus les discours qu'il y a même sur Sud Radio, donc voilà. Je vous souhaite une excellente soirée quand même et puis essayez de continuer dans le bon sens. Merci beaucoup, au revoir. Mais on l'avait évoqué. C'est le principe aussi. Voilà, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce qui est dit. Mais on l'avait dit qu'il fallait compter les annuités avant tout. Notre auditeur a mal entendu, Absolument. on a pas entendu tout le débat. Certains l'ont dit, et puis surtout, il y a des journalistes qui l'ont dit sur Sud Radio. Absolument. Je ne parle pas de moi, dont l'ignorance est proverbiale dans ce domaine, mais de certains journalistes qui ont dit cela. D'ailleurs, c'est pas une idée fulgurante de nouveauté. Hein. Et par ailleurs, quand notre auditeur dit c'est pourtant pas compliqué, on sait très bien que de toute façon ça conduit quand même à travailler plus longtemps et que c'est ça qui fait débat. Donc de toute façon, que l'on parle de la durée de cotisation, que l'on parle de l'âge, on parle quand même de travailler plus ou moins longtemps. Et évidemment que c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Et a fortiori s'ils bénéficient d'un régime plus favorable, je pense que c'est ce qu'il voulait évoquer, notamment les fonctionnaires ou certains régimes spéciaux. Et évidemment, dès qu'on touche à ces régimes spéciaux, ça suscite des mouvements de grève extrêmement fort dans les transports, dans des secteurs où évidemment c'est extrêmement pénalisant. Éric Revel. Oui, alors je rajoute parce que Philippe m'a peut-être pas entendu, mais effectivement j'en avais parlé, mais en fait ça sera pas la solution. Ça peut pas être la solution pour une raison très simple. Vous avez vu que, et d'ailleurs la classe politique aurait pu s'emparer de ce fait d'actualité, que le taux de natalité en France est tombé au plus bas depuis 1946. Absolument. 19, encore pire. 19, très bien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, d'ici 4-5 ans, on aura un actif, donc quelqu'un qui bosse, pour un retraité. Et ensuite, puisque la pyramide de la natalité va s'inverser, en fait, on aura de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités. Donc, un gamin de 6e, même si le niveau en maths a beaucoup chuté, comprend que, au bout d'un moment, on a un problème de financement par le système dit par répartition. Donc, il y a plusieurs sujets qui se posent à mon avis. C'est l'employabilité des seniors. Si vous arrivez à obliger les entreprises à garder plus longtemps leurs salariés âgés, alors vous avez plus de cotisations et donc moins de prestations puisque les gens restent dans l'emploi et ne sont pas à la retraite, donc vous ne versez rien. L'employabilité des jeunes, qui est un vrai sujet aussi. Et puis, le sujet tabou par excellence, que pas grand monde à gauche ne veut aborder, qui est est-ce qu'on introduit ou pas de la capitalisation dans le système. Je rappelle que le fonds des réserves, qui a jamais servi aux retraites, créé par Lionel Jospin, il est géré comme un fonds de capitalisation. C'est-à-dire que il y a des actions qui sont achetées par ce fonds, qui n'a jamais servi qu'à rembourser la dette sociale. Jamais elle est venue au secours, cette caisse des difficultés du système par répartition. Et voilà. Et puis les fonctionnaires, ils ont un système de capitalisation qui s'appelle la préfond. Ils peuvent sortir en rente ou en capital. Mais c'est un sujet, Mais c'est un sujet qu'on veut jamais aborder parce que là aussi, c'est de la dynamite politique. Un peu de courage peut-être à gauche et à droite sur le sujet. Entamons le débat en tout cas. Allez, dans un instant, un autre coup de gueule de Philippe David. Ça n'arrive pas aujourd'hui. Quand on tape sur les agriculteurs, je sors les griffes. Ou la hure. Ça fait peur. Tremble, France, tremble. Donc c'est pas la charrue. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Le retour des vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec monsieur François de Rugy, monsieur Éric Revel et monsieur Philippe David, qui n'est pas très content. Ah non. Les vraies voix Sud Radio. J'ai l'impression qu'il y a une petite minorité d'agriculteurs qui montent en épingle le fait qu'il puisse y avoir des problèmes avec des agents de l'OFB. J'ai jamais eu de problème avec les agriculteurs. Nous, aujourd'hui, on a le sentiment que ce que veulent les agriculteurs, c'est plus nous voir dans leurs exploitations. C'est du même ordre que si les dealers demandaient aux policiers de plus venir dans les cités pour empêcher le deal.
Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village rural qui sera entouré de champs et de fermes, un paysage ressemblant un peu à l'affiche La Force tranquille de François Mitterrand en 1981. Pourquoi ? Parce que les propos que vous venez d'entendre ont été tenus hier sur une radio de service public par un syndicaliste SNAP-FO de l'Office français de la biodiversité, propos pour le moins outranciers, puisque l'intéressé a osé comparer les agriculteurs à des dealers. Tout ce qui est excessif est insignifiant, disait Talleyrand, et même si l'eau a coulé sous les ponts depuis Talleyrand, on ne peut pas dire que ce syndicaliste donne dans la finesse, on peut même parler d'insultes caractérisées pour nos agriculteurs. Comment oser comparer une profession qui nous nourrit, aménage les paysages, travaille dur et honnêtement et se suicide malheureusement plus que la moyenne des Français avec une activité? On ne parlera pas de profession qui terrorise des quartiers entiers, tue sans hésiter ses concurrents et parfois des innocents, comme cette jeune femme abattue d'une balle de Kalachnikov dans sa chambre alors qu'elle révisait ses cours. Bref, à des salopards de la pire espèce. Comment expliquer que le directeur de l'Office français de la biodiversité, machin qui nous a coûté l'an dernier 659 millions d'euros, a priori plus pour enquiquiner les agriculteurs à défaut de les insulter que pour autre chose, ait osé tweeter que ses propos n'engageaient pas son organisme sans envisager la moindre sanction pour celui qui a osé les tenir et sans un mot d'excuse pour les agriculteurs. Alors soutien total à nos agriculteurs et à l'heure où on cherche des économies à faire parmi les agences de l'État qui nous coûtent chaque année 80 milliards, j'ai une piste qui conduirait immédiatement à faire 659 millions d'économies et qui nous éviterait d'avoir à subir les propos entendus hier. Philippe Bilger. Oui, mais soutien à nos agriculteurs. Mais pour le reste, je suis sans doute excessivement indulgent à l'égard de certains propos. Je n'y vois pas un dévoiement délibéré de la pensée de la part de cet homme, mais plutôt une maladresse de l'expression. Combien d'indignation vous avez, et je ne les critique pas en soi, parce que vous prêtez à la pensée et à l'esprit des vices qui relèvent uniquement d'une maladresse de langage. Je suis persuadé que cet homme, pas une seconde, ne pense dans le fond que les agriculteurs sont des dealers. Non mais faire le comparatif, c'est odieux. Mais c'est une maladresse de l'expression. On en fait tout. Dans ces cas-là, son patron doit s'excuser, puis il va via les réseaux sociaux, etc. Ou même lui s'excuser en disant pardon, je me suis mal exprimé. Oui, il le dira peut-être. Depuis hier matin, il ferait temps. Moi, je voulais vous poser une question. Ça, c'était un reportage sur France Inter ? C'était sur France Inter. Voilà. Oui. Vous l'avez écouté sur France Inter, le reportage ? Pas en entier, j'ai entendu ce passage. Ok, parce que moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que derrière, les journalistes qui sont en plateau... Alors, a priori, il n'y a pas eu d'opposition des journalistes. Il n'y a pas eu d'opposition, voilà. Donc, normalement, quand vous mettez à l'antenne un sujet, encore plus sur une radio comme France Inter, il y a un rédacteur chef qui écoute le sujet et qui dit, dis donc, Coco, ton sonore, là, il n'est pas bien coupé, ou essaie de trouver un témoin. Donc, ça veut dire que ou bien les gens n'ont pas fait leur boulot, ou bien ils ont trouvé ça tout à fait normal. Et au-delà de l'insulte, peut-être maladroite à nos agriculteurs, moi c'est toujours la question que je me pose, c'est si ça ne choque personne lorsqu'on va diffuser ce reportage, si ça ne choque pas la personne qui l'écoute, c'est un vrai sujet en tant que tel. Bien sûr. François Grosjean. Moi, je pourrais être d'accord avec ce qu'a dit Philippe Bilger, mais il faudrait savoir si cette personne, en effet, est prête à s'excuser ou pas. Mais en revanche, là où je ne suis pas du tout d'accord avec Philippe David, et je tiens à le dire tout de suite, ce serait d'en tirer la conclusion qu'il faut supprimer l'OFB. Parce qu'alors là, permettez-moi de vous dire... Non, permettez-moi de vous dire que là, c'est vraiment du simplisme démagogique par rapport à ce que disent aujourd'hui quelques agriculteurs, parce que c'est quoi l'Office français de la biodiversité? C'est ce qu'on appelle la police de l'environnement. D'ailleurs, c'est marqué sur leurs vêtements, sur leurs uniformes. Ils vont même avec des flingues voir les agriculteurs, ce qui est quand même un peu choquant. Mais attendez, ce sont des gens qui sont assermentés et qui ont en face d'eux des gens qui sont pas toujours des gentils citoyens qui les accueillent avec des hurrahs. Mais comme les policiers. Non, on peut pas laisser dire qu'on pourrait se passer en France d'une police rurale, comme on pourrait se passer de la police nationale, de la gendarmerie, tout ça parce que parfois il y a quelques agents qui se comportent mal. Non. Par ailleurs, ce n'est pas vrai que ça coûte très cher, etc. C'est moi qui l'ai créé, l'Office français de la biodiversité. Avant, c'était plusieurs organismes. On les a fusionnés pour faire des économies et pour avoir des agents qui ont plusieurs tâches, alors qu'avant ils avaient chacun une tâche dans leur coin et c'était totalement inefficace. Et c'est pas parce qu'il y a quelques excès qu'il faut condamner l'ensemble de la structure. Vous avez encore une occasion de pouvoir gueuler dans un instant, n'oubliez pas, puisque c'est l'info en plus avec Félix Mathieu.
vraies voix Sud Radio. Un peu de débat. Et des chauves-souris compromettent une réhabilitation de friches industrielles à 350 emplois et 31 millions d'euros d'investissement. Oui, en Haute-Garonne, la mairie de Villemur-sur-Tarn se réjouissait d'avoir trouvé un investisseur Essor pour réhabiliter ses usines Brusson, un site désaffecté du 19e siècle. 31 millions d'euros d'investissement, 350 emplois attendus, effectivement. Sauf que, eh bien, durant les années de désaffection du site, des chauves-souris se sont installées sur place et ça pourrait changer la donne. Nous sommes avec le maire de Villemur-sur-Tarn, Jean-Marc Dumoulin, pour en parler. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Qu'est-ce qui se passe? La réhabilitation pourrait être remise en cause du fait de la présence de ces chauves-souris, ces chiroptères qui appartiennent à une espèce protégée, c'est ça? Oui, en partie. Enfin, globalement, pour rebondir sur ce que vous disiez, avec les services de l'État, il y a quand même aujourd'hui des donneurs de leçons, un ton un peu péremptoire qui choque à la fois les usagers et aussi les élus. Et notamment hier, sur cette histoire de chauve-souris, je peux vous dire que je me suis mis dans une colère noire parce que des donneurs de leçons, on a tant qu'on en veut dans les services de l'État à certains endroits sur des projets comme cela. En fait, effectivement, il y a des chauves-souris qui ont squatté ce site de manière provisoire, puisqu'elles viennent environ 3 mois par an, grand maximum. C'est un site de transit et il y a quelques espèces qui restent effectivement à demeure. Donc aujourd'hui, des gamins ont mis le feu il y a 2 ans sur ce site. Donc les procédures de l'État, notamment en termes de justice, ont été très longues. Et donc pendant 2 ans, une occupation du site. Et la nature reprend ses droits légitimement. Essor avait consenti, puisqu'on avait détecté cette présence de quelques colonies, si vous voulez, à l'époque, avait consenti d'aménager et de réserver un espace pour ces chauves-souris. Simplement aujourd'hui, l'espace étant libre, complètement libre, les chauves-souris volent un peu partout pour prendre de l'élan et se projeter de certains, protéger de certains prédateurs. Et donc globalement, on nous explique que le projet n'est pas réalisable. Voilà. François, qu'est-ce qu'on répond à ça? 350 emplois perdus. Oui, mais ça, je l'ai souvent dit d'ailleurs ici dans des débats, c'est une vision pour moi intégriste de l'écologie. C'est-à-dire qu'en effet, on constate qu'il y a des chauves-souris, on n'y touche plus. En oubliant totalement qu'en effet, comme l'a dit monsieur le maire très justement, ces chauves-souris en quelque sorte ont squatté, on pourrait dire, dehors les squatteurs. Et il y a une loi anti-squatteurs maintenant, théoriquement. Mais plus sérieusement, personne ne conteste l'utilité des chauves-souris. Enfin, j'espère. C'est pas parce que c'est des animaux qui peuvent faire peur, etc. Mais c'est utile à la biodiversité, à l'équilibre, etc. Mais, comme vient de le dire monsieur le maire, je connais pas le dossier particulièrement de sa commune, mais on est tout à fait capable d'aménager des espaces où les chauves-souris iront nicher, tout en réhabilitant quelque chose qui avant n'avait pas de chauve-souris, puisque c'était un bâtiment qui avait une utilité, qui a été construit par l'homme et qui peut aujourd'hui être réutilisé. Et c'est vrai que dans les services de l'État, ça je pense confirmer ce que dit monsieur le maire à l'instant, au sein du ministère de l'écologie, il y a des gens qui ont une vision très militante et assez intégriste, comme dans des associations, comme dans des partis comme Europe Écologie Les Verts, et qui disent pas touche, on a constaté qu'il y a une chauve-souris, on n'y touche plus, on a constaté qu'il y a tel insecte, on n'y touche plus. On ne peut pas vivre comme ça, c'est pas fonctionner, c'est vivre. Et le politique devrait être capable de prendre le dessus sur l'administratif ou sur le judiciaire, parce qu'un jour ça peut faire l'objet de procédures devant des tribunaux administratifs, etc., pour dire on va réaménager d'autres espaces, mais on ne va pas s'empêcher d'utiliser un espace qui est déjà bâti. On parle même pas d'aller bâtir sur un champ aujourd'hui agricole ou un espace naturel, on parle d'un espace déjà bâti. Un peu de bon sens. C'est le rôle dévastateur de toutes ces associations. On a très peu de temps. Oui, je vais juste vous donner un autre exemple que m'a raconté le patron d'un grand concessionnaire autoroutier. Très grand concessionnaire. Donc eux, ce groupe, Vinci, ils installent des panneaux solaires dans les friches, le long des autoroutes. Parce qu'ils ont besoin d'électricité, notamment pour les voitures électriques qui s'arrêtent dans les stations sur l'autoroute. Eh bien, ils ont des recours administratifs en voiture, voilà, parce que souvent ça traverse, je vais exagérer mais à peine, la zone humide où se reproduit la mésange à nez bleu. Et donc, il faut arrêter tout le projet. Donc, les écolos, ils veulent de l'énergie alternative, panneaux solaires, mais en même temps, ils disent mais c'est impossible. Et vu le nombre de recours administratifs qu'il y a, ça n'avance pas. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marc Dumoulin, en tout cas, de nous avoir alerté sur ce sujet. Vous savez que notre micro vous est ouvert à un maire de Villemur-sur-Tarn, en Haute-Garonne. Merci beaucoup Félix Mathieu. Dans un instant. Et on a déjà le chauve. Oui, absolument. Le tour de table de l'actu des vraies voix. Vite. Et pas la souris. Philippe Bilger. Le tour Dieudonné. Dieudonné.
François de Rugy, le tour de table. L'écologie, est-ce qu'on le passe par les innovations technologiques ou par toujours plus de dépenses publiques? Et avec vous justement, je vais parler des 1200, on ne sait même pas exactement, agences, organismes publics, comités, Théodule en France qui coûtent 80 milliards. Et voilà, on fait une pause, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, vous pouvez tout nous dire, bien entendu, au 0826 300 300. Vous avez la parole quand vous voulez. On est ravis de vous accueillir. Tout de suite, le tour de table de l'actu de Vraies Voix avec Éric Revel, avec François de Rugy et Philippe Bilger, bien entendu. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Mais vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Et c'est de Dieudonné qui a été persona non grata à l'hommage à Jean-Marie Le Pen que voulait parler Philippe Bilger. Les obsèques strictement privées à Trinité-sur-Mer n'ont pas empêché une journaliste du Monde de s'insérer dans ce dispositif de manière totalement indécente. La famille qui a rendu hommage à Jean-Marie Le Pen aujourd'hui a refoulé, a dit que Dieudonné ne pourrait pas venir, et d'ailleurs il n'était pas invité et il ne s'est pas présenté à ma connaissance. Si, il y est allé, il est resté sur le parvis, pas rentré dans l'espace réservé. Ce qui m'intéresse dans ce refus et ce refoulement, c'est le fait d'abord que la famille Le Pen a une certaine hiérarchie des décences, des indignités, et d'autre part, ça permet de réfléchir, mais très rapidement, sur la notion de diabolisation. Je veux dire, chacun a sa diabolisation préférée. Le Pen, qu'on considérait comme le diable, aujourd'hui, d'où il est, eh bien, probablement, il pourrait avoir un sourire ironique en constatant que Dieudonné est plus diabolisé qu'il ne l'était à l'époque. En tout cas, la famille Le Pen a très bien fait. Éric Revel? Sur Dieudonné, persona non grata. Oui, non, mais je trouve ça assez équilibré ce que vient de dire Philippe Bilger. Maintenant, il venait comme ami, il venait comme connaissance, il venait comme admirateur. Il venait. Il avait demandé la juge lui avait autorisé à sortir. Il venait aussi pour faire parler de lui, et donc ça marche. Il venait comme semeur de troubles. Moi, sur Dieudonné, j'ai pour doctrine, moins on en parle, mieux c'est. Très bien. On n'en parle plus trop d'ailleurs, heureusement. Voilà, sinon Éric Revel, on en parlait il y a quelques instants, puisque sinon si on va trop loin, 1000 agences publiques, 80 milliards d'euros par an. Alors, je connais pas le coup de gueule de Philippe David, puisque par définition, c'est le secret le mieux gardé de la République. Chaque jour. Mais ça tombe bien. Le code nucléaire, c'est pratiquement connu par tout le monde. Mais ça tombe bien, puisqu'il a parlé de cet office dont on a appris que c'était François de Rugy qui l'avait créé en fusionnant différentes agences. Donc ça tombait bien. Une mesure d'efficacité de l'action publique. Et d'économie, parce qu'à l'époque, on n'avait pas peur de faire des économies. Il y a 1000 agences. Mettez un gilet pare-balles, on n'est pas sûr du chiffre, en fait. Certains disent 1000, d'autres 1200. Vous voyez, c'est un peu comme ce que m'avait dit un jour Jean Arthuis, ministre des Finances à Bercy. Il est arrivé à Bercy, il a souhaité avoir la liste des plus hauts salaires et le nombre de collaborateurs. Il est reparti de Bercy, il n'avait toujours pas la liste. Vous voyez, donc bon. Donc il y a peut-être il en avait eu une partie, mais sur papier non photocopiable. J'en sais rien. Il m'avait raconté ça. Donc 1200 agences, 80 milliards d'euros. Alors bon, moi évidemment, je suis pas je suis pas un populiste. Il y a des agences évidemment dont le rôle est important, qui rendent des services aux citoyens. Bon voilà. Donc parmi les agences qui sont ciblées, parce que tout est parti d'une. Alors, Barnier voulait le faire, le RN en rêve, la droite aussi, et Bayrou a remis ça sur la table lors de son discours de politique générale. Donc il y a tout un tas d'agences. Alors il y en a évidemment qu'on connaît. Vous voyez, par exemple Business France, vous connaissez. Bon, Business France, c'est l'agence de conseil public du gouvernement. Bon, mais en général, le gouvernement, il a fait plus appel à des agences privées, vous voyez, qu'à Business France. Bon, dont le rôle est bon. Vous avez aussi le rôle, c'est de. Non, il faut préciser quand même, c'est de soutenir
soutenir les entreprises françaises à l'étranger. Très bien. Pour s'implanter ou pour exporter. C'est quand même utile, parce qu'on a besoin de développer notre économie à l'étranger. Vous savez, les grandes entreprises françaises, François de Rugy, elles n'ont pas besoin. Mais les petites et les moyennes, non. Oui, bon. Alors vous avez des trucs, je connaissais même pas l'intitulé. Vous avez par exemple, que je retrouve le terme, ça m'a fait rire. Vous avez le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Vous avez la commission nationale du débat public. Vous voyez, donc bon. Il est là le débat public. Qui organise tous les jours le débat public. Voilà, très bien. Sur les grands projets. Tout ça coûte un pognon de dingue, comme dirait Macron. Et puis il y a celle, mais je veux dire qu'on pourrait fusionner. Pourquoi est-ce qu'on fusionne pas, par exemple, l'Arcom qui s'occupe des médias avec l'Arcep qui s'occupe des télécoms. Vous voyez, enfin, je veux dire, il y a des sujets. Donc, Amélie de Montchalin, la nouvelle ministre des Comptes Publics, ministre du Budget, a eu cette petite phrase volontariste. Elle a dit, vous allez voir, chaque ministère va, dans son périmètre, dire quelles agences de l'État vont fusionner et celles qu'on va supprimer. Bon. Il y a de la volonté, il y a de l'ambition. Comme disait Juppé, là où il y a une ambition, il y a un chemin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 80 milliards d'euros par an pour des agences, le CNRS, c'est 4 milliards d'euros de budget. Alors, le CNRS, évidemment, c'est une construction scientifique française. Mais franchement, est-ce qu'on pourrait pas, une fois pour toutes, faire le tri dans ces agences, dans ces comités théodules, qui parfois, mon cher Philippe, se réunissent 2 fois par an pour dire à la fin de la réunion la date de la prochaine réunion. Voilà. Vous avez raison. Et dans le Figaro magazine, Eric, j'avais vu des noms encore plus farfelus. Ah oui, non, il y en a. Oui, c'est ça. Pendant que vous êtes là, François de Rugy, on va pas vous lâcher, vous avez lu des tweets de nos amis écologistes qui vous ulcèrent un peu, soyons clairs. Oui, j'ai vu la réaction du parti Europe Écologie Les Verts, qui maintenant s'appelle Les Écologistes. Bon, c'est toujours un peu prétentieux, parce que comme s'ils étaient tous les écologistes à eux tout seuls. Et ils ont fait un tweet en réaction au discours de politique générale de François Bayrou. Et on n'en fait qu'un seul. Alors j'ai regardé, tout ça est noyé au milieu de plein d'autres tweets sur Gaza. Il y en a beaucoup sur Gaza. Il y a un gros tropisme sur Gaza. Il y en a sur un combat sur les hôpitaux, tout ça. Enfin bon, on parle pas beaucoup d'écologie, mais là quand même, ils regrettent que dans le discours de François Bayrou, il y a eu qu'une minute sur l'écologie. Alors j'avoue que j'ai pas mesuré, c'est peut-être vrai. 138 mots a priori. Et voilà ce qu'ils disent. Plus d'1h30 de discours et à peine 1 minute sur l'écologie. François Bayrou parle de nouvelles technologies, entre guillemets, et de moyens, entre guillemets. Il est temps de mettre fin au discours vide et au techno-solutionnisme. Nous réclamons 7 milliards pour l'écologie. Voilà. C'est leur commentaire sur le discours de politique générale de François Bayrou. Et qu'est-ce que j'en retire comme réflexion ? D'abord, c'est assez étonnant de dénoncer le techno-solutionnisme. Alors d'abord, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le techno-solutionnisme, si nos auditeurs savent ce que c'est. Donc j'ai fait une petite recherche et c'est en fait l'idée, que personnellement je partage, que les solutions aux problèmes écologiques, mais ça pourrait être à d'autres problèmes, viendront de la technologie. Et que, en effet, si on veut relever le défi du climat, si on veut relever le défi de l'eau, plein de sujets, on a besoin de nouvelles technologies qui nous permettront de trouver des nouvelles solutions. Sur l'énergie, par exemple, si on veut se passer du pétrole, du gaz, du charbon, on a intérêt, on en bénéficie déjà, le nucléaire, le solaire, l'éolien, tout un tas de technologies qui nous permettent de progresser, les batteries, et ainsi de suite. Bon, je ne vois pas, donc, il faudrait quand même que Europe Écologie Les Verts, les écologistes, nous expliquent comment on pourrait relever tous ces défis écologiques si on refuse les solutions technologiques. Qu'est-ce qu'on propose ? Est-ce qu'on propose de revenir en arrière ? Est-ce qu'on propose la décroissance économique ? Ce serait quand même intéressant de le dire. Et puis alors en plus, ils ajoutent, nous réclamons 7 milliards pour l'écologie. Pourquoi 7 milliards ? Je sais pas. Pourquoi pas 5 ? C'est un chiffre qui porte bonheur. Pourquoi pas 10 ? Et là, tout est dit en fait, en quelques mots. Donc, on ne veut pas de l'innovation technologique, du progrès technologique, mais en revanche, on veut toujours plus d'argent. Comme si la solution au problème, mais quels que soient les domaines, finalement, c'est pareil pour la santé, c'est pareil pour l'éducation, toujours plus d'argent. Non. D'abord parce que c'est pas soutenable. Éric Revel a donné plein d'exemples depuis le début de notre émission, et on le voit tous les jours. Si on augmente toujours plus les budgets, on n'y arrive plus. Ça fait de plus en plus d'impôts, de plus en plus de déficit, de plus en plus de dettes à rembourser, donc de plus en plus d'impôts pour payer tout ça. Et pour peu de résultats. Moi, je prends souvent l'exemple de la santé. Je l'ai dit d'ailleurs plusieurs fois dans nos débats. On dépense de plus en plus pour la santé et le résultat est de plus en plus insatisfaisant. Pour
les patients que nous sommes, les gens qui veulent être soignés, mais aussi pour les soignants. C'est un comble. Donc on voit bien que ça ne peut pas être ça la solution. Et donc moi j'invite à réfléchir justement tranquillement et à dire bah oui, il y a des solutions technologiques qui vont nous aider à relever les défis écologiques et elles nous permettront peut-être même, et ce serait bien, de dépenser moins. Merci beaucoup pour cette tribune, puisque nous sommes très en retard, comme depuis le début de cette émission. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le coup de projecteur des vraies voix avec cette annonce d'Israël et Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec bien évidemment Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Éric Revel, François de Rugy, et c'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Scène de liesse à Gaza, Israël et le Hamas ont accepté mercredi un accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages, ce qui met un terme à 15 mois de guerre meurtrière sur le territoire palestinien. Les chefs d'État et de gouvernement du monde entier ont réagi, à l'image du président français. Après 15 mois de calvaire injustifiable, soulagement immense pour les Gazaouis. Espoir pour les otages et leurs familles. Cette joie, elle est quand même teintée de crainte puisque les Palestiniens ont espéré que le cessez-le-feu allait être immédiat. Or, il ne débutera que dimanche prochain. Il y a des ministres qui se sont très clairement prononcés contre cet accord de cessez-le-feu. En premier lieu, Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, qui a même admis dans un post X avoir à plusieurs reprises torpillé ce projet d'accord au cours des 8 derniers mois. L'accord entre Israël et le Hamas négocié au Qatar prévoit, outre un arrêt des hostilités, mais aussi la libération de 33 otages israéliens et d'un millier de prisonniers palestiniens. Alors parlons vrai, qui est en position de force dans ce cessez-le-feu, Israël ou le Hamas? Et à cette question, un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas peut-il durer? Vous dites non à 84%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Julien Baloul, est avec nous, ancien porte-parole réserviste de Tzahal, l'armée israélienne, et ancien journaliste télé-israélien. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Je n'aurais pas l'impudence face à une telle tragédie internationale de prétendre en savoir plus que notre ami israélien, bien sûr. Mais en ce qui me concerne, précisément à cause de cette modestie, je ne peux pas ne pas me réjouir d'un cessez-le-feu malgré ses limites et malgré peut-être ses insuffisances, à supposer qu'il soit validé par le gouvernement israélien. Mais je compte précisément sur la vigilance israélienne qui a quasiment éradiqué militairement le Hamas pour vérifier les conditions dans lesquelles ce cessez-le-feu pourra être obtenu, parce qu'il représente en lui-même une chance tout de même, aussi partielle que soit cette accalmie. François de Rugy. Oui, moi je souscris aussi à ce que vient de dire Philippe Bilger. Il faut rester modeste par rapport à cette situation. Je trouve qu'il y a trop de gens en France, d'ailleurs trop de responsables politiques qui expliquent matin et midi et soir ce qu'il faut faire pour régler, selon eux, le conflit israélo-palestinien, comme si c'était quelque chose de facile, comme si la France avait un poids particulier pour régler tout ça. C'est d'abord les partis en présence qui doivent le faire. Si cet accord est confirmé et validé, ce qui n'est pas encore sûr, moi, je considère que ce serait quand même
une petite lueur d'espoir après plus de 15 mois de guerre. Après l'attaque, il faut jamais oublier l'origine. C'est l'attaque du Hamas en Israël qui a fait, je crois, plus de 1000 morts, qui a conduit à des atrocités, à des otages. C'était jamais arrivé depuis le début de l'histoire de l'État d'Israël, jamais arrivé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'Holocauste. Donc c'était un événement majeur. Le gouvernement israélien a évidemment riposté, c'était logique. Maintenant, il y a aussi des otages dont on sait qu'ils ne peuvent être libérés que s'il y a un échange au minimum de prisonniers. Comme souvent d'ailleurs, le gouvernement israélien accepte potentiellement de libérer beaucoup plus de prisonniers palestiniens qu'il n'aura en retour de libération d'otages ou de prisonniers israéliens. Donc si jamais cet accord pouvait être mis en œuvre, je crois que ce serait une bonne chose. Éric Revel. D'abord, je voudrais penser aux familles des otages en Israël qui continuent de subir une pression, une torture psychologique absolument hallucinante, parce que parmi le nombre d'otages qui restent, on ne sait pas ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Donc, il faut penser à ça. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, et c'est la question que je voulais poser à notre invité, c'est que Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a déclaré que d'après les renseignements américains, il y avait presque autant de militants du Hamas, du groupe terroriste Hamas, sur place maintenant qu'il y en avait avant le début du conflit il y a 15 mois. Donc c'est évidemment une guerre sans fin. Au-delà de la trêve, est-ce que vous pensez que il y aura une issue à ces atrocités? Julien Baloul. Alors, il y a plusieurs sujets qui ont été abordés. Tout d'abord, sur la dernière question, à savoir l'état des forces sur le terrain. Il y a d'abord des signes qui ne nous trompent pas. Le Hamas aujourd'hui n'est plus en état de commettre l'attaque une attaque similaire au 7 octobre. Il y a quasiment plus aucun tir de missile depuis la bande de Gaza. Le Hamas militairement est presque entièrement détruit. Moi, ce qui m'inquiète par contre, en tant qu'Israélien, c'est évidemment la gestion de l'après. Qui va gérer la bande de Gaza? Est-ce qu'il y aura une force internationale? Est-ce qu'il va y avoir un gouvernement civil, quelque chose d'autre? Parce que si c'est pour redonner la bande de Gaza demain au Hamas, alors tout ça pour ça, dans 5 ans, on revient à la case départ et on recommence. Donc ça, c'est pas ça va vraiment été un gâchis. Maintenant, sur les chances de parvenir à un accord, on a entendu dans votre reportage l'opposition des ministres d'extrême droite en Israël. L'opposition a déjà prévenu le gouvernement qu'il lui accorderait un filet de sécurité pour permettre à l'accord de passer dans tous les cas. Toutefois, il ne faut pas oublier une chose, ça n'a pas été mentionné jusqu'à présent, c'est que encore jusqu'à ce matin, c'est le Hamas qui durcit les conditions, qui ne cesse de rajouter des conditions de dernière minute, de renégocier le deal. Et c'est le Hamas qui a rejeté toutes les offres de cessez-le-feu pendant 15 mois. Il ne faut pas oublier aussi cette partie Israël. C'est un pays démocratique avec des ministres qui peuvent être pour, qui peuvent être contre, mais c'est un pays démocratique. En face, on est une organisation islamiste terroriste qui plus est disloquée, monstrueuse, sanguinaire, et qui ne respecte pas, si vous voulez, les mêmes règles de jeu que nous, avec pas la même logique que nous, j'ai envie de dire. Donc, il ne faut pas oublier qu'on négocie avec des personnes qui sont particulièrement atroces. François d'Origi. Oui, je pense que ce rappel, en effet, est très utile parce que on imagine que c'est une négociation entre gens qui se font la guerre comme si c'était deux États. Or, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et même si c'est parrainé par d'autres pays comme l'Égypte, comme le Qatar, qui développent beaucoup de diplomatie depuis maintenant longtemps pour essayer d'arriver à ça, que les États-Unis sont évidemment aussi indirectement impliqués, ça ne suffit pas forcément à ce que cet accord soit validé des deux côtés et à ce qu'il soit ensuite respecté. Julien Baloul, est-ce qu'il va y avoir un gros changement avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche dans 4 jours maintenant? C'est la question que tout le monde se pose et que beaucoup de médias... C'est pour ça qu'on vous la pose. C'est bien légitime. J'ai envie de vous dire, le fait que l'accord ait lieu maintenant, c'est déjà un signe. Et il y a eu un communiqué de presse de Netanyahou hier. Alors, je ne sais pas s'il était déjà en train de créer de bonnes relations. Je ne sais pas si c'est Biden ou Trump, parce que visiblement tout le monde voilà. Dans le communiqué de Netanyahou, il y avait 2 tiers sur Trump et 1 tiers sur Biden. Et à la fin, le dernier paragraphe disait « Et merci aussi à Biden ». C'était limite gênant, parce que tout de même, il ne faut pas non plus mépriser tout le travail qui a été fait par l'administration Biden. Mais clairement, il y a un effet Trump et on le savait que à l'approche de l'arrivée de Trump, les choses allaient s'accélérer. Moi, il m'arrivait de parler avec des diplomates, même français, en position dans la région, qui me disaient de façon simple, janvier 2025, basta, fini. Donc on savait qu'il y avait cette horizon. Pourquoi Israël est prêt aussi à accepter ce genre de pression? C'est parce que déjà, militairement, le Hamas est détruit. Le Hezbollah est disloqué au nord. Bon, ils vont se reformer. Et la Syrie est tombée. Et en fait, aujourd'hui, le focus
c'est l'Iran. Le Yémen, la communauté internationale entière s'en occupe, donc on n'est pas seul, si vous voulez. Mais le focus, c'est l'Iran, c'est la tête du serpent, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, et il faut le plein soutien américain. Et donc, plein soutien américain, il passe aussi par accepter des concessions ailleurs pour qu'ils nous soutiennent sur le reste, à savoir peut-être demain attaquer l'Iran si besoin. Merci mille fois Julien Baloul d'avoir été avec nous, ancien porte-parole réserviste de Tzal, l'armée israélienne, et ancien journaliste télé israélien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup aussi à Philippe Bilger, à François de Rugy, Éric Renaud, Jean-François, Nicolas, enfin j'ai tous les prénoms. Et les autres. Nicolas Revel, Jean-François Revel, Renaud Revel. Voilà. Et les autres s'appellent comment alors? Les autres? Les miens? Bah oui. Pierre-Adrien, Manon, Sophie. Ben voilà, une grande famille. Merci en tout cas Éric Revel d'avoir été avec nous. Merci Philippe David. Dans un instant, on va parler automobile avec un invité exceptionnel, Philippe. Oui, Fabrice Camboli, le directeur général de la marque Renault, qui a dévoilé ses chiffres commerciaux mondiaux aujourd'hui et ses projets. On va les décrypter en sa compagnie. À tout de suite.